Mesdames et messieurs, il est 10 heures. Bienvenue au 31e webinaire Recap. Je m'appelle David Imzeng, je suis directeur et fondateur de la société Recap et Erika accompagnera aujourd'hui le webinaire en tant que modératrice. Elle répondra à vos questions, soit directement par écrit, soit nous les adressons pour y répondre ensuite en direct pendant le webinaire. Et c'est ainsi que nous arrivons déjà au détail organisationnel du webinaire. Vous pouvez intervenir en levant la main. Vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et pour tout autre commentaire, la fenêtre de discussion, elle est disponible. Pour vérifier que vous pouvez bien interagir avec nous, je vous laisse lever la main. Très bien, ça a l'air de marcher. Le programme d'aujourd'hui se présente comme suit. On a trois blocs. À la fin de chaque bloc, nous avons prévu suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Nous essayons de commencer chaque thème à l'heure indiquée, car certaines personnes ne pourront pas assister à l'intégralité du webinaire. Même si on a le temps pour répondre à la question à la fin d'un thème, vous pouvez quand même poser vos questions directement et puis on va essayer de les répondre aussitôt que possible. Nous allons maintenant commencer par les astuces pour une meilleure utilisation de Mediaparl. Nous avons rédigé des conseils et des astuces sur la base des expériences et des questions posées lors des formations ou du service desk. Mediaparl peut réduire jusqu'à 50% le travail de rédaction de PV. Pour obtenir des résultats optimaux avec la reconnaissance automatique, les microphones doivent être placés le plus près possible des locuteurs. Lorsque des microphones sont utilisés, il y a souvent quelque part un appareil qui ressemble un peu à celui dans l'image et typiquement il est écrit quelque part sur cet appareil enregistrement record en anglais ou audio out ou quelque chose comme ça. Et il y a soit un grand trou rond pour une prise de 6,3 mm ou un petit trou pour une prise de 3,5 mm. Et si cet appareil un cercle avec trois petits trous, ce serait un connecteur XLR. Vous voyez des petites images sur ce slide-là. Dans chacun des cas, il existe des câbles qui peuvent être connectés à l'autre extrémité à l'ordinateur portable, comme ici à gauche, ou un appareil d'enregistrement, comme ici sur le photo à droite. Dans une première courte vidéo, je vous montre comment traiter un fichier enregistré par exemple avec Audacity ou provenant d'une carte SD ou d'une clé USB. Pour traiter un fichier, j'ouvre l'application Cloud de Mediaparl et je vois le tableau de bord. Je clique ensuite sur le plus pour créer une nouvelle séance. Je saisis le titre, les autres informations sont facultatives. Je vois en bas deux nouvelles zones où je peux sélectionner des fichiers, une pour le fichier audio ou vidéo, et à côté, ça c'est une nouveauté dans cette version-là, un autre pour l'ordre du jour au format PDF. Après avoir sélectionné les fichiers, je crée la séance en cliquant sur Créer. Voilà, les données sont maintenant téléchargées dans le cloud et après le téléchargement, je sélectionne Transcrire automatiquement. Quand je clique OK, je me retrouve à nouveau sur le tableau de bord et une fois la transcription automatique terminée, je peux ouvrir la séance en cliquant sur le titre. Voilà, là, je vois une séance de 3h30 et à gauche, les points de l'ordre du jour que le système a extrait automatiquement du PDF. Et le système a aussi placé au bon endroit les différents points de l'ordre du jour. J'ouvre le point 1 et là, je vois des différents segments de locuteurs et le système a automatiquement séparé les locuteurs en raison de leurs différents toits. Il ne reste alors à attribuer les noms aux locuteurs. Là, par exemple, c'était Monsieur Birbaum. Le système me demande s'il faut remplacer le locuteur 6 partout avec Thomas Birbaum. Je confirme. Et là, voilà, je vois le segment 1, 1, 1, 3, 2, 1, etc. sont remplacés par le nom Thomas Birbaum. Après, je peux continuer avec le prochain locuteur. Là, je vais noter Giovanni Brunetti et aussi je peux l'ajouter.
et le système me demande de nouveau s'il faut remplacer locuteur 17 avec ce nouveau locuteur. Ben voilà, ça je continue pour toute la séance et comme le système a séparé et distingue les locuteurs, je ne vais effectuer cette opération qu'une seule fois pour chaque locuteur. Nous arrivons maintenant à une autre nouveauté. Nous pouvons désormais fusionner des segments. Je vois là par exemple les segments 3.1 et 3.2. Dans les deux cas, Thomas Birbaum est l'orateur, mais comme il y a une pause d'environ 15 secondes entre les deux, le système en fait deux segments. Si j'appuie sur le nouveau bouton à l'extrême droit, le système me demande si je veux fusionner 2.3 avec le segment précédent, le 3.1. Je peux confirmer en cliquant sur fusionner. Pour rappel, il est aussi possible depuis déjà longtemps de séparer des segments. Pour ce faire, je clique sur le symbole correspondant. Je sélectionne déplacer le texte dans un nouveau segment après celui-ci. Voilà, la vidéo a l'air de s'arrêter. On va vite recommencer ça. Désolé. Voilà, voilà, on était là. Alors, quand j'ai cliqué sur le bouton, il y a plein des Y bleus et je peux cliquer sur chaque Y pour séparer les deux segments. Puis maintenant, on vous montre comment on peut ajouter l'information sur le locuteur. Ça, je contrôle toujours avec les mots-crocs. Là, je rajoute une alternative. Je vous montre comment je peux générer une première alternative. On s'appelle ça Speaker Tag Alt 1. Et là, j'utilise les variables prénom, en anglais c'est first name, nom, last name et la fonction. Euh, et pour la fonction, la variable est rôle. On voit ici à gauche un exemple. Alors, si je configure comme ça va écrire Thomas Birbaum, virgule, président. Je définis maintenant une deuxième alternative. On appelle ça Speaker Tag Alt 2 comme la deuxième alternative. Et cette fois-là, je mets le groupe politique entre parenthèses. Alors, de nouveau, j'écris first name pour le prénom, last name pour le nom. Après, je fais des parenthèses et j'écris political group ID, c'est la variable pour le nom de la groupe politique. Et de nouveau, on va voir à gauche l'exemple comment ça va générer l'information sur le locuteur. Une fois que j'ai nommé tous les locuteurs dans ma séance, on va tout de suite voir que je peux cliquer sur l'icône là en haut, le petit icône d'avatar, et je peux insérer les informations sur les locuteurs partout. Après, quand j'ouvre un segment, et puis si je clique sur le nom, je vois les différentes variantes que j'ai et je peux ensuite choisir une des alternatives. Je peux d'ailleurs le faire déjà avec le desktop app pendant l'enregistrement ou comme je montre maintenant ici, après la séance. Ce mode de traitement que j'ai montré dans la première vidéo, elle est ouverte à tous les clients de Mediaparl, aux clients du Mediaparl To Go, Basic et Pro. Dans la deuxième vidéo, je vous montre les avantages du desktop app. Là, la séance peut être préparée, peut être téléchargée en un seul clic. Alors, il n'est pas nécessaire de s'occuper des cartes SD ou des clés USB et de chercher des fichiers pour les télécharger via le cloud. Alors, on va préparer une séance maintenant. Je, je crée de nouveau une séance avec le symbole plus et je mets le titre. Si je crée ensuite directement l'entrée, je me retrouve avec une séance vide, mais en règle générale, j'ai déjà un ordre de jour que je peux télécharger en bas. Ainsi, je ne dois plus copier-coller péniblement. C'est également une nouveauté de cette version.
Là, je suis de retour sur le tableau du bord. Si j'ouvre la séance, je vois que les sujets de l'ordre du jour sont correctement extraits automatiquement de ce fichier PDF. Petite info supplémentaire, lorsque le touchpad est utilisé au lieu d'une souris, il y a parfois de la confusion. Si la séance se présente soudain ainsi, c'est parce que l'ordinateur portable a détecté un double clic. Je pourrais adapter le nom de la séance de cette manière et si je ne le souhaite pas, je peux depuis la nouvelle version cliquer n'importe où à côté du champ et le nom ne sera pas modifié. Maintenant, je passe de l'application cloud à l'application desktop. Et là, je clique sur le symbole du petit globe pour importer la séance que je viens de créer. Là voilà, j'importe la deuxième séance, celle que j'ai préparée. Et si j'ouvre la séance, je vois tous les points de l'ordre du jour importés. Je peux passer directement en mode d'enregistrement et démarrer l'enregistrement. Et voilà, enregistrement. Si je ne veux pas enregistrer le locuteur un par un, je peux simplement laisser l'enregistrement se dérouler et arrêter à la fin de la séance. Ainsi, le desktop app est comme un logiciel d'enregistrement. Une fois l'enregistrement est terminé, je peux télécharger la séance en un seul clic dans le cloud. Alors, dans cet exemple ici, j'ai pas fait avec Aldes tous les segments de locuteur, j'ai juste fait un enregistrement et j'envoie maintenant l'enregistrement avec les sujets de l'ordre du jour vers le cloud. Après être passé dans l'application cloud, je peux transcrire automatiquement la séance comme toujours avec la baguette magique. Et comme dans la vidéo précédente, le système, il sépare les différents locuteurs. De plus, les segments de locuteurs sont maintenant attribués au bon point de l'ordre du jour. Je vais ouvrir la séance et vérifier. Ici, par exemple, je vois dans les sujets 1 et 2, il y a de la parole, alors il y a des segments de locuteurs. Alors, si on ne fait pas les segments de locuteurs manuellement, le système va le faire automatiquement. Mais je peux aussi préparer la séance de manière plus détaillée si je le souhaite. Ça, je fais ici. Je modifie le nom. Je l'appelle deuxième séance avec préparation. Et si je sais déjà que, par exemple, Monsieur Birbaum, il prendra la parole lors d'un point de l'ordre du jour, je peux saisir un segment locuteur. Là, voilà, j'insère et je choisis le locuteur. Ça, je fais déjà à l'avance, hein. Il n'y a aucun enregistrement qui tourne. Et je peux également saisir des sous-points de l'ordre du jour en insérant un segment titre. Et si je sais déjà qu'il y aura une vote, je peux également préparer ce vote. Là, voilà, j'ajoute encore une vote. Après les préparatifs, je vais dans le desktop app et je peux maintenant importer la séance préparée à l'aide du petit globe de nouveau. Là, j'ai la séance avec préparation et je vois cette fois les segments préparés, mais je dois les activer au bon moment. Alors, il faut dire au programme quand ça se passe. Je démarre d'abord l'enregistrement comme j'ai fait précédemment. Voilà. Et puis maintenant, j'ai trois possibilités pour activer un segment. Je peux lancer le segment avec le bouton démarrer, que je vais voir tout de suite. Si je clique sur le segment, là voilà, il a le bouton démarrer. Je peux cliquer sur le nom de l'orateur dans la partie inférieure ou encore, ça c'est une nouveauté, je peux appuyer sur la touche F12. Alors il y a ces trois possibilités pour démarrer un segment. Les trois options ont le même effet. Le segment est lancé et Mediapart sait quand cela s'est produit pendant la séance. Alors si je tape maintenant F12, voilà là, on voit que ce segment il est activé. À côté du Thomas Birbaum, il y a l'heure indiquée. De la même manière, je démarre aussi les sous-points. Alors aussi là, il faut dire au système quand ça se passe, quand les différents sous-sujets sont traités, et aussi avec les segments de vote. Quand un segment de vote est lancé, c'est aussi le moment pour saisir le résultat.
Alors, je peux remplir les champs en bas. Comme il faut activer les segments d'une manière ou d'une autre pendant la séance, peu de points de l'ordre du jour sont vraiment préparés tellement en détail, mais la possibilité existe en principe. Alors, il y a des clients qui l'utilisent comme ça. Il y a- ce sont peu de clients, mais on a la possibilité de le faire. Passons maintenant à la rédaction des séances. Voilà là, à gauche, nous voyons à quoi ressemble une séance après la segmentation automatique. Les segments sont attribués au point correct de l'ordre du jour, mais il manque encore les noms d'intervenants. Je dois les ajouter comme je l'ai montré aujourd'hui dans la première vidéo, et les sous-titres, les votes ne sont pas ajoutés automatiquement par le programme. À droite, nous voyons que les segments que nous avons générés sont présents dans la séance. Pendant la séance, cela demande plus d'efforts, mais dans le post-traitement, tous les noms des intervenants, les sous-titres et les votes sont déjà présents. Alors, c'est vraiment le choix de l'utilisateur. Est-ce que j'aimerais un peu plus de travail pendant la séance? Après, j'ai la segmentation manuelle qui est 100% correcte et les noms sont déjà là, les sous-points sont là et aussi les votes. Euh, ou si je fais rien pendant la séance et je laisse faire le système automatiquement. Vous pouvez également saisir des votes après coup. Là, soit on les insère avec le menu contextuel. Je fais un clic avec la souris droite, insérer vote, puis je peux saisir les résultats. Je peux insérer le résultat en cliquant sur le bouton. Et j'ai aussi la possibilité de changer le type de segment. Là, j'ai un segment de locuteur de Monsieur Birbaum. Si c'était le vote, je peux changer le type. Je mets vote. Si je fais ça, des champs apparaissent en bas pour saisir le résultat. Voilà, je saisis de nouveau le résultat de vote et puis après je peux cliquer sur le bouton à droite pour insérer le résultat de vote dans ce segment directement. Le texte du résultat de vote est aussi contrôlé par les macros. Ici, vous voyez que pour le vote avec les variables, les votes pour et contre, les abstentions sont insérés. L'exemple à gauche et à droite, le macro. Pour rappel, vous pouvez retranscrire des segments. Le texte sera alors complètement écrasé. Cela peut être utile si l'on a oublié de créer un segment de locuteur, si on n'avait pas choisi si on n'a pas choisi la bonne langue, ou si on souhaite tout simplement retrouver le texte initial. Alors on peut cliquer sur OK et le système va régénérer le texte initial ou bien le texte dans la langue correcte si on a changé la langue. À propos de langue, nous avons la possibilité de définir la langue d'un segment. On peut choisir l'allemand, français ou mixte. Avec mixte, le système reconnaît lui-même la langue. Depuis la nouvelle version, il est désormais possible de filtrer la langue dans l'arborescence. S'il y a plusieurs langues dans la séance, j'ai désormais en haut un champ avec les différentes langues, affiché avec DE pour allemand et FR pour français. Et si je sélectionne FR par exemple, je vois que les segments français. C'est particulièrement utile lorsqu'une personne est responsable de la partie française du procès-verbal et une autre de la partie allemande. Ça, c'est normalement le cas. Alors là, vous avez maintenant la possibilité de faire ou de filtrer. Là, on a eu une petite question concernant les macros. Les macros sont par session ou restent-elles pour toutes les sessions? Alors, les macros sont là pour toutes les sessions et ils restent. On a la possibilité de rendre un macro privé. Alors, ça veut dire que juste un certain utilisateur peut voir et utiliser ce macro. Mais normalement, si on ou génère des macros, ils sont publics et tous les utilisateurs peuvent les utiliser pour toutes les sessions. Alors, c'est une configuration globale, les macros. Nous avons une autre astuce qui concerne la pédale. Ce dernier temps, nous avons rencontré des difficultés, certaines fois avec les pédales dans les environnements virtuels, par exemple avec Citrix,
ou avec des utilisateurs qui tapent très très rapidement. Nous avons maintenant une nouvelle solution à ce problème. Il est possible de programmer la pédale à l'aide d'un fichier XML. Ce fichier XML se trouve sur notre site en ligne sous mediaparl.ch/docs/fr. Pour arriver à cette page-là, il suffit aussi de cliquer sur le point d'interrogation dans votre application cloud ou desktop. Et après, c'est sur la page Installer des pédales. Vous trouvez le texte qu'il y a ici sur ce slide. Si vous téléchargez ce fichier, je vais vous montrer dans une petite vidéo comment configurer la pédale. Alors là, il faut lancer l'application pour la programmation. Après, il faut importer. Ça, c'est le bouton avec la flèche rouge. On peut choisir le fichier XML qu'on a téléchargé. On clique sur Ouvrir et ensuite on clique sur Appliquer au commuteur au pied. Et puis, le système va confirmer que cette nouvelle configuration, elle est bien terminée. Voilà, ça c'est pour la programmation de la pédale. Alors, là on arrive déjà à la session de questions-réponses 1. Est-ce qu'il y a des autres questions? On a encore une question. Le système peut-il également reconnaître automatiquement les résultats des votes lorsque le président les annonce au micro? Ça c'est une très bonne question et c'est quelque chose qu'on va rajouter si la qualité elle est vraiment bonne avec les chiffres. Des fois, le programme se trompe encore, mais en fait, ça serait très agréable pour un utilisateur si le président annonce le résultat d'une vote et le système génère automatiquement un segment de vote avec le résultat indiqué. Alors, dans des versions futures, c'est très probable que cette fonctionnalité va être rajoutée. On a encore une autre question. Euh, Lorsque l'on télécharge un fichier PDF pour les points à l'ordre du jour, le système reconnaît-il également les sous-points et le logo perturbe-t-il l'importation du PDF? Euh, alors, pour tout qui concerne les logos et puis ça qu'on a dans le header et le footer, normalement ça perturbe pas l'importation du PDF. Par contre, les sous-points, là, ça, c'est pas possible pour l'instant que le système il les reconnaît. Alors, pour l'instant, il reconnaît juste les points de l'ordre du jour, bah, disons principal. Si vous avez des l'ordre du jour, je vous conseille de juste essayer cette nouvelle fonctionnalité, d'utiliser le PDF, de le télécharger, de laisser le système extraire automatiquement les différents points de l'ordre du jour. Si vous avez des problèmes, changez pas la manière de générer votre ordre du jour, mais écrivez-nous un petit email sur système@rica.ch avec l'ordre du jour et peut-être avec un petit photo d'écran pour montrer qu'est-ce que ça fait comme exportation. Et on va retravailler l'algorithme qui fait cette extraction. Alors là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des soucis avec cette fonctionnalité. Bien, là, pour l'instant, je vois aucune autre question. Euh, Alors, si quelqu'un, on a encore un peu de temps, il nous reste 6 minutes pour cette première partie. Alors, si quelqu'un a encore des questions, vous pouvez aussi lever la main, puis on peut vous donner la parole si vous aimeriez vous exprimer en live. C'est enregistré, c'est mis sur YouTube, mais c'est pas très grave, je crois. J'ai pas de questions. On va vite voir combien de personnes il y a actuellement. Alors, je crois qu'on est plus ou moins complet. Alors, je propose qu'on continue directement avec la deuxième partie qui commence normalement en 10h30, sauf si quelqu'un préfère de faire une petite pause. Alors, si vous aimeriez une petite pause, c'est juste lever la main en nous les indiquant et puis on va attendre 5 minutes.
Il y a une autre question. Question simple. Où sont hébergées les données? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une question qui est très importante pour l'instant. Nous, on héberge tous les données en Suisse. Pour notre système, on collabore avec deux entreprises. Une entreprise, c'est Infomaniac à Genève. Là, on loue les serveurs. Alors, votre serveur web, il est hébergé chez Infomaniac. Alors, c'est juste le serveur. Nous, on maintient le serveur, mais le serveur il est loué dans le centre de Infomaniac. Et les vidéos sont stockées chez Everywhere à Zurich. Tous vos données restent en Suisse. On ne donne vos données à personne. Alors, c'est Recap qui garde ces données. Et vous avez toujours le droit d'écraser vos données. Si vous les écrasez, ils sont euh, vraiment écrasés. Ça, ce sont normalement les points qui sont intéressants pour les personnes qui s'occupent de la protection de données. On a un petit point aussi de ça qui concerne la sécurité Internet et la protection de données dans la deuxième partie. Alors, probablement, on peut revenir sur ce point-là aussi. Ok, là, j'ai pas vu d'autres questions, pas de main levée, alors je propose qu'on continue déjà avec cette prochaine, avec le prochain thème, c'est la présentation de nouvelles fonctionnalités. Et je commence cette deuxième partie avec un petit résumé des résultats de sondage qu'on a réalisés à la fin du dernier webinaire. Là, on a demandé si une interface automatisée aux archives est-elle sujet d'actualité pour vous. Pour 40, excusez-moi, pour cent de personnes, la connexion automatique des archives est un sujet de préoccupation. Nous allons donc vous montrer aujourd'hui comment fonctionne l'exportation SIP. On l'a effectué avec le canton de Berne. Voilà, les prochains résultats, on a aussi demandé s'il faut avoir des autres variantes de résumé. 90% ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter des autres variants. Par contre, 41% avaient toutefois besoin d'introduire leur propre instruction. Ça, c'est quelque chose qu'on a introduit dans la nouvelle fonctionnalité. Je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez utiliser votre propre instruction pour générer des résumés. On a aussi demandé pour des rôles supplémentaires. 90% n'avaient pas besoin de plus de rôles, mais parmi les 10% qui souhaitaient plus de rôles, il y avait toujours la même demande, c'était la rôle de publication. C'est pour toi que nous avons apporté des modifications à ce niveau-là. Et lors du webinaire précédent, nous avons également posé des questions sur le nuage du mot et de la nécessité de disposer de plus de statistiques. Seule une personne sur cinq a regretté le nuage du mot. D'un autre côté, 60% de votants auraient préféré d'avoir plus de statistiques. Nous avons pris note de cette demande et nous allons faire une mise à jour dans ce sens à l'avenir. Compte tenu de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, nous avons surtout travaillé sur les résumés lors de cette mise à jour. Et c'est ça que je vous vais montrer maintenant. Je vous montre comment on peut générer des résumés avec cette nouvelle version. Alors, le bouton, il reste toujours le même. C'est le bouton tout à droite noir là sur le tableau de bord. On peut cliquer. Et ensuite, une toute nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous voyez une instruction. La génération des résumés se fait maintenant de manière similaire aux fenêtres de discussion courantes de l'IA. On saisit une instruction et le système génère ensuite le résumé. Nous faisons une distinction entre les résumés générés au niveau de sujet et ceux qui sont générés au niveau de segment. Au niveau de sujet, on établit par exemple des procès-verbaux de décision. Le système doit donc résumer pour chaque point de l'ordre du jour ce qui a été dit. Au niveau de segment, on établit par exemple des procès-verbaux, c'est-à-dire que le système doit mentionner chaque intervention dans le procès-verbal. Pour cela, on peut sélectionner des segments là tout en bas. Important, tous nos résumés sont générés indépendamment des instructions précédentes. Alors pour l'instant, il n'est pas possible d'affiner des résultats
euh, ou bien d'affiner des résumés. Il faut toujours recommencer avec une autre instruction. On ne peut pas dire qu'il faut changer, faire plus long ou plus court que le dernier résumé. Il faut de nouveau saisir toute l'instruction. Je vais maintenant vous montrer comment on peut générer un procès verbal en discours indirect. Là, on a préparé des modèles et dans cette fois-là, l'instruction c'est résume l'intervention légèrement au discours indirect. Veille bien à ce que ton résumé ouvre toutes les déclarations importantes et utilise du français correct avec l'orthographe suisse, le présent et la voix active. Alors ça, c'est un modèle qu'on a préparé pour vous. Si je clique sur le bouton, le résumé, il est généré. Le résumé est généré sur nos systèmes. Nous n'envoyons rien à l'étranger, pas à ChatGPT, pas à Microsoft, pas à Google. Avec un clic, je peux ouvrir ce résumé et je peux le faire défiler. Les titres sont marqués avec des hashtags. Je peux aussi télécharger ce résumé sous forme du document Word. Alors, si je clique sur le bouton, ça exporte un document Word que je fais défiler ici. Alors là, je vous vois à quoi ça ressemble, le procès verbal. Il est désormais possible d'enregistrer des modèles Word aussi pour les résumés. On va voir ça plus tard. Je peux aussi générer des autres résumés, par exemple pour des décisions. Extrait des décisions éventuelles concernant le point de l'ordre du jour. Ne résume rien d'autre. Utilise du français correct avec l'orthographe suisse. Et de nouveau, il y a un résumé qui est généré. Je vois là, les titres sont de nouveau marqués par des hashtags. Nous voyons donc ici les décisions qui sont prises à chaque point de l'ordre du jour. Et pour le point, modification de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, la loi de- la loi sur les auberges en deuxième lecture. Là, je vois qu'il y a quatre décisions. La première est liée à une expression de Mathieu Serf, puis la deuxième, c'est le premier vote, et puis les deux dernières décisions sont du vote final. On peut aussi personnaliser les instructions. Je peux par exemple dire extrait des votes finaux éventuels concernant le point de l'ordre du jour en une phrase avec les votes pour et contre détaillés. Ne résume rien d'autre, utilise du français correct avec l'orthographe suisse. Si je fais une telle instruction, je vais voir de nouveau qu'est-ce que ça donne pour la loi sur les où on est la loi sur les auberges. Maintenant, on n'a que le vote final. Il y a 46 voix pour et 3 voix contre. Si on consulte Sherpa, comme l'a marqué à droite, euh, c'est bien ça qui se passait. Si je trouve qu'une instruction marche bien, je peux l'enregistrer comme modèle moi-même. Je vois un signe bleu pour les instructions de modèle que nous avons prédéfinies. Je ne peux pas les modifier. Pour les instructions personnalisées, le bouton est gris, je peux le cliquer, je peux ensuite saisir un nom pour ce modèle. Et voilà, là, je vois maintenant, j'ai un modèle pour les votes finales. Je peux modifier le modèle d'instruction en cliquant sur ce bouton-là. Et je peux aussi supprimer un modèle d'instruction s'il n'est plus utile. Ce qui est important pour les résumés, là, il s'agit d'une intelligence artificielle, alors une IA dite générative. C'est-à-dire que l'IA génère elle-même du texte. Les résultats ne sont pas déterministes, c'est-à-dire qu'une instruction donnera des résultats différents si elle est exécutée plusieurs fois. Ça, c'est la nature de l'IA générative. Voilà, passons maintenant au modèle de document Word. On a simplifié le processus des modèles document Word et je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment ça marche. Lorsque j'exporte une séance sous forme de document Word, ici en cliquant sur le document Word des protocoles, j'obtiens le texte qui est représenté ici. Voilà. Et comme j'ai dit, je peux adapter moi-même le modèle Word en sélectionnant dans le menu le point correspondant modèle de document Word. Il faut être administrateur. Les administrateurs ont cette possibilité, modèle de document Word. Je le vois là. Je vois alors qu'il existe différents modèles. À nouveau, pour les résumés, comme j'ai dit avant, on peut aussi mettre un modèle pour l'exportation Word des résumés. Nous adaptons maintenant le modèle de protocole. Pour cela, je clique sur un des modèles.
Je choisis en bas, voilà la version 1. Puis je peux changer le nom. Et après, je clique sur enregistrer une copie. Voilà, là, je me trouve sur une autre page. Je peux maintenant télécharger le modèle actuel et y insérer par exemple un nouveau logo. Alors si là, j'ai le document modèle et puis j'insère encore le modèle Mediapart à droite. Voilà, je le bouge au bon endroit. Après cette modification, je sauvegarde le document Word et je peux le télécharger par du glisser et déposer. Voilà. Après, je sauvegarde et je peux activer ce nouveau modèle. Cliquant sur activer. Et puis la prochaine fois que j'exporterai un protocole Word, le logo sera présent comme je le configurerai. Je vais vous montrer tout de suite. Là, voilà, protocole. Et là, à droite, il y a le logo Mediapart. Je peux aussi créer une toute nouvelle configuration en cliquant sur Nouvelle configuration. La procédure, elle est ensuite très similaire. Alors, je choisis le nom. Et puis après, je clique. Et puis là, je peux télécharger aussi le modèle qui est placé. Puis là, il s'agit du modèle standard. Alors, il n'y a rien euh, spécifique là-dedans. Et aussi là, je peux, si je veux insérer, par exemple, le logo, de nouveau, je fais du glisser-déposer du fichier sauvegardé. Je sauvegarde et je peux activer. Après cette modification, le protocole est exporté avec le nouveau modèle. Voilà, alors, si vous aimeriez vraiment commencer par le début, vous avez aussi cette possibilité-là. Ah, c'est complètement différent. Voilà, ça c'était tout qui concerne les modèles de documents Word. Comme j'ai déjà mentionné, il y a un nouveau rôle chez Mediapart. Nous avons des administrateurs, des droits de publication, des droits d'écriture et des droits de lecture. Les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs et les modèles Word. Les utilisateurs ayant des droits de publication ont des droits d'écriture et peuvent aussi publier des séances dans ShareParl. ShareParl peut également être privé. Dans de telles archives, les utilisateurs ont besoin des droits de lecture pour pouvoir se connecter. Si vous aimeriez avoir des droits d'administrateur pour gérer vos utilisateurs ou pour gérer les documents Word, vous pouvez nous écrire si vous n'êtes pas encore administrateur. Mais normalement, chez chaque client, il y a au moins une personne qui a les droits d'administrateur. Nous pouvons également importer des archives existantes. Un bel exemple est le canton de Bâle-Ville. Là-bas, nous avons dans les archives toutes les séances depuis 2010. Grâce à la bonne gestion des métadonnées, nous avons même pu lier les séances aux affaires et aux procès-verbaux complets lors de l'importation. Je vais vous maintenant montrer dans une petite vidéo comment ça se passe. Malheureusement, comme c'est Bâle-Ville, il y a de textes en allemand, mais je vais quand même vous montrer dans une petite vidéo comment nous avons fait un alignement entre les PV qui étaient écrits et le son qui est présent. Alors, dans les PV écrits, le PV écrit ne correspond pas tout à fait mot à mot avec ça qui est dit dans une séance et on va voir que le curseur, des fois, il saute un peu et le curseur, il fait aussi un alignement des applaudissements, par exemple. Là, voilà. En 2025, nous avons de la vidéo. Chez Valville, c'est même du Full HD. En faisant défiler la page, là, je vois que la séance, elle remonte jusqu'à l'année 2010. Je peux encore chercher 15 ans d'archives. Je cherche pour Beat Fleury et je vais trouver son nom. Il était prononcé au Grand Conseil de Bâle-Ville dans l'année 2017. Puis maintenant, je vais vous montrer l'alignement de l'upload. Geburtstag Nummer 2. Ebenfalls einen runden Geburtstag hat Otto Schmid. Wir wissen nicht, ob er den gleich runden wie Christoph Haller hat.
Es ist aber auf jeden Fall auch ein Wunder. Und aus diesem Grund gibt es heute nicht nur am Morgen Kaffee für Lau, sondern auch am Nachmittag. Otto Schmid wird also am Nachmittag den Kaffee für uns offerieren und wir danken ihm dafür selbstverständlich ebenfalls herzlich und gratulieren ebenfalls zum Geburtstag. Vous avez vu que le texte ne correspondait pas mot à mot à ce qui a été dit, mais le système a aligné les mots du mieux qu'il a pu. Regardons maintenant aussi un autre point de l'ordre du jour, comment les affaires sont liées. Alors là, le point 45, par exemple, de l'ordre du jour, on voit là en haut un lien avec lequel je peux accéder à l'objet correspondant. Et on a importé tout ça dans l'archive alors. Ça, c'était pas quelque chose qui était généré cette année-là, mais c'était déjà en 2017, quand Baldwin n'était pas encore client de Mediaparl. Nous avons également importé les votes. On voit de là, cela qui signifie oui ou non, on voit le résultat du vote avec l'heure et puis aussi la décision. Voilà, ça c'est un bel exemple de la manière dont on peut importer les archives existantes dans ShareParl. J'aimerais aussi vous montrer deux nouveautés de ShareParl. D'une part, ShareParl dispose désormais d'un bouton de réglage de volume. Jusqu'à présent, on ne pouvait que activer ou désactiver le son. Madame la Présidente, Monsieur le Chancelier d'État, chers collègues, la fraction libérale radicale s'est plongée dans l'affaire qui nous occupe avec intérêt. En effet, la digitalisation est un thème clé, non seulement pour notre parti. Voilà, là, vous avez vu une vidéo du canton de Berne. Et pour le canton de Berne, comme j'ai mentionné tout au début, nous avons mis en œuvre l'exportation SIP. Nous voyons ici une session entière de 14 demi-journées. Je peux les sélectionner toutes et cliquer ensuite sur le bouton pour l'exportation des archives. Le système me demande alors d'indiquer quelques métadonnées nécessaires à l'exportation SIP et me fournit ensuite un fichier zip. Voilà. Là, j'ai téléchargé le fichier zip. Ce fichier zip, il est conforme à la norme ECH 106, soit 60, c'est-à-dire à l'interface de versement archivistique. On voit une petite description là sur votre écran. Et quand j'ouvre ce fichier zip, j'obtiens d'une part un document PDF. Ce document PDF est dans un format spécial ou spécifique. Un format qui est conforme aux archives et contient toutes les séances de cette session. Alors là, on voit que tous les sujets qui étaient traités pendant ces 2 semaines de session. En plus de PDF, il y a aussi des fichiers XML dans ce zip SIP. Ceci contient diverses informations dont l'archive a besoin et avec lequel l'archive peut importer cette, euh, cette session automatiquement. Si vous êtes également intéressé par une interface de versement conforme à ECH, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions en discuter en détail. Cette interface de versement archivistique doit être configurée pour chaque client et dépend de la structure des séances. Si vous avez des séances d'une journée, des séances de demi-journée, un rythme des sessions ou plutôt des séances régulières, etc. Avant de configurer l'interface, nous devrons également clarifier avec les archives ce qui est exactement souhaité. On a une question qui concerne les archives. Dans le cas d'exemple de Bâle, comment expliquer que le texte écrit ne correspond pas au texte prononcé? Est-ce qu'il était retravaillé par le secrétaire ou une autre personne? Qu'est-ce que le système qui lui... Ou est-ce que le système lui-même simplifie le texte? C'est une très bonne question. En fait, pour cette importation, on a utilisé les PV qui existaient. Et dans l'année 2017, Bâle-Ville n'a pas encore utilisé Mediapart, alors les PV étaient écrits d'une manière tout à fait manuelle. Nous avons pris ces PV, mais le PV manuel écrit par un humain ne correspond pas mot à mot à ce qui a été dit, et puis le système a aligné au mieux possible ce texte avec le son, et c'est comme ça qu'on a importé cet archive. Alors, on a pris l'audio ou original, le texte, et on a fait un ligné. C'est un point très important, intéressant, qu'on va aussi traiter dans la dernière partie de cet webinaire. Est-ce que le système devrait lui-même simplifier le texte? On va
dans quelques minutes discuter de ce point très intéressant. Pour conclure cette deuxième partie sur les nouveautés, comme annoncé brièvement avant, je vais revenir une fois de plus sur le thème de sécurité Internet et protection de données SIPD. Nous prenons ce sujet très au sérieux et nous adaptons en permanence nos mesures de sécurité. Les directives sur les mots de passe actuellement en vigueur sont pour des utilisateurs normaux, il faut au moins 10 caractères. Pour les administrateurs, il faut au moins 15 caractères. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle, si vous recevrez des droits d'administrateur, il faut changer le mot de passe si votre mot de passe n'a pas encore 15 caractères. En cas de saisie répétée de mot de passe erroné, l'utilisateur est automatiquement désactivé et puis il faut demander à un administrateur de le réactiver. Euh, Si vous n'arrivez pas, juste écrivez-nous un petit email. Et le nouveau mot de passe, s'il faut faire un nouveau mot de passe, il ne peut pas être l'un des N derniers mots de passe. Ce N, il est configurable, par exemple, c'est 10. Alors, le nouveau mot de passe doit être tout à fait nouveau, il ne peut pas être un des 10 mots de passe précédents. On peut aussi utiliser du single sign-on. Single sign-on, ça c'est quelque chose qui évite de devoir se préoccuper d'un mot de passe pour Mediaparl. On est automatiquement logué si on se logue dans Windows. Je vais vous montrer dans une petite vidéo comment fonctionne ce single sign-on. Si vous avez single sign activé, il faut cliquer sur le bouton se connecter avec ADFS. ADFS, ça signifie Active Directory Federation Service, ça vient de Microsoft. Dans notre exemple ici, il faut s'inscrire une seule fois car il s'agit de l'utilisateur d'un de nos collaborateurs RECAP. Dans votre cas, si vous cliquez sur le bouton, ça se connecte directement automatiquement. Il ne faut même pas mettre le nom d'utilisateur. Voilà, là, je suis connecté. Si je me déconnecte, alors si je fais un logout de ce site, la deuxième fois, si je clique sur connexion avec ADFS, je suis automatiquement bloqué avec le bon nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, c'est tout à fait automatiquement. Alors, il suffit de se connecter avec Windows. SSO, normalement, c'est une grande simplification pour tous les utilisateurs et c'est une sécurité supplémentaire pour les responsables de la protection de données. Ainsi, les directives de l'employeur en manière de mot de passe sont automatiquement appliquées. Ceux qui sont intéressés par le SSO peuvent nous contacter. Cela doit être configuré séparément pour chaque client. C'est une configuration qu'il faut faire une fois et puis après, ça marche. Encore une petite information supplémentaire dans notre workshop à Bâle-Ville de la semaine dernière dans la langue allemande. Les votes, c'était un des sujets importants. Et puis, il y a pas mal de clients, certainement des villes et des communes, qui m'ont demandé, qui souhaitent saisir des votes de manière numérique sans devoir compter à la main levée. Et ils veulent un système plutôt léger et pas tout à fait intégré avec des coûts très hauts. Et là, je peux vous donner juste un exemple. Pratteln, ils utilisent le système IVS. Ce système IVS, il est entre autres, il est vendu par la société EOTech. C'est un monsieur Kavi Mattia Paranam qui est responsable de ce système chez EOTech. Et ceux qui sont intéressés peuvent se renseigner directement auprès de Deotech, soit par téléphone, soit par email avec kavi@eotech.ch. Je suis pas sûr s'il parle le français, probablement ça doit être un allemand. Si vous êtes vraiment intéressé à une solution comme ça, vous pouvez aussi nous contacter directement et puis après on peut voir comment on peut mettre ça en place. Alors, sur l'image ici, on voit, ce sont des petits appareils euh, que vous voyez ici en noir pour les députés pour voter. Il y a une application qui tourne sur le laptop
En général, il y a aussi la possibilité de configurer l'affichage du résultat. Ça, après, il faut connecter le projecteur à ce laptop-là et il y a un petit appareil en blanc là, un petit appareil blanche euh, qui est juste là pour collecter le résultat. Alors ça, c'est une possibilité pour collecter des votes numériques et pas pour qu'on ne doit pas lever la main. Voilà, là, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie, cette séance de questions. Cette partie est terminée par une séance de questions-réponses. Si vous avez encore des autres questions, n'hésitez pas à nous demander. Là, ce question qu'on a reçu jusqu'à présent, on a déjà répondu. Là, on a une question. Combien coûte un tel système de vote DOTech? Malheureusement, j'ai pas reçu les prix, mais si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut demander les prix actuels de l'entreprise EOTech. Et pour ceux qui intéressent une vote électronique à l'absence, Bâle-Ville, je crois qu'il est le premier canton en Suisse qui a une telle possibilité. Alors là, les députés peuvent voter en absence. Ils ont 2 jours par année qu'ils peuvent prendre juste comme des jours joker, qui ne doivent pas venir ou bien qui ne doit pas aller à la séance du Grand Conseil et peuvent voter à distance avec une application, avec la webcam activée. Ceux qui s'intéressent à ce système-là, vous pouvez consulter sur YouTube l'enregistrement de la séance ou bien du workshop de la semaine précédente. Puis là, vous allez voir une démonstration dans la salle du Grand Conseil de Bâle-Ville, comment ce système marche. J'ai juste comme info supplémentaire, j'ai pas vu des autres questions. Comme tout le monde est présent, j'ai un petit slide ici pour ceux qui partent. Euh, J'aimerais juste vous demander de remplir le petit formulaire de feedback. C'est un formulaire Google. Alors là, il y a un code QR à scanner. Il va aussi avoir ce lien quand la fenêtre Zoom se ferme et vous allez recevoir un email après le webinaire avec le lien aussi. Alors, c'est un formulaire Google. Vous pouvez aussi le remplir d'une manière anonyme. Alors, vous pouvez nous laisser votre adresse email, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi voter pour des dates pour le prochain webinaire printemps 2026.